Bienvenue rocheux, rocheuse, précieux auditeurs, précieuses auditrices, à mon émission Le Rock Show. Je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. J'espère que vous allez bien et que votre vie est passionnante. J'espère que vous êtes heureux malgré cette étrange tangente planétaire. J'espère que vous chantez, que vous dansez sous la lune, avec tous vos pelages farouches. J'espère. Je vous le souhaite. Moi, j'y arrive pas toujours. Ouais, vraiment pas. L'hiver est à nos portes. Yule va bientôt nous toucher avec sa lumière qui espère des jours plus clairs, des jours d'espoir. La roue des saisons continue sa poésie météorologique avec plus d'intensité qu'avant. La pluie et la neige se côtoient de trop proche, comme deux sœurs qui ne s'entendent pas. En tout cas, nous autres, en Mauricie, il y a de la neige en Titi. Malgré le verglas, la neige est restée. Il y en a quand même pas mal. Le mois de décembre a enregistré des nuits polaires. On a ressenti un -23. Là, en ce moment, chez nous, il fait -21. Et le verglas a aussi étendu sa dangereuse courte pointe de glace avec son espèce de température de gadou. La neige est devenue dure comme une armure. C'est la couverture de la terre pour dormir. Quelque part, ça la protège. On est heureux que la neige soit au rendez-vous dans notre coin de pays. Bref, les temps sont durs. Les temps sont étranges. Ils sont extrêmement vibrants aussi. Ils invitent justement à l'intensité et au questionnement du moteur de notre mouvement. Qu'est-ce qu'on veut alimenter? De quel type est notre bois de chauffage? Est-ce qu'il est sec et il produit un bon feu? Ou il est vert et il nous laisse transi puis emboucaner sans jamais prendre feu? Disons que c'est ma réflexion. Réflexion du mois. Ce mois-ci, je vous parle de la sodalite. Celle du mont Saint-Hilaire. Celle qui a un pouls qu'on entend presque parce qu'elle est tout proche. Celle du mont Miraculeux ou au sommet, avec une des personnes que j'aime le plus dans la vie, ma belette préférée, on a nourri des mésanges dans nos mains de monteuses de montagne improvisées. C'est un souvenir mémorable. Ce mont des merveilles minéralogiques qui dessine dans le paysage son dos rond de géant. C'est une montagne aux 1000 richesses dont cette sodalite fait partie. Étrange et fluorescente sodalite qui me fait un effet plutonique. Novembre, maudit mois gris de la mort, aura été trop rempli pour me permettre l'évasion délicieuse de la création. Là, décembre m'offre ce cadeau précieux qui est d'avoir le temps à nouveau. Avoir le temps, pour moi, c'est un bien étrange concept. Je dirais que ce concept se mêle au fait de prendre le temps, mais que parfois ces deux concepts ressemblent un peu à des promesses impossibles. Ouais, parfois on a beau vouloir, la vie nous laisse pas le choix. Et c'est dans ce cycle mystérieux, on dirait, d'accélération et de décélération, et parfois d'arrêt complet, qu'on reprend nos plus profondes respirations. Quand je récupère ce temps de prendre mon temps, c'est un cadeau. Une immense respiration où, en plus d'inspirer l'oxygène, je peux respirer l'air du temps. J'ai le temps du souvenir. Et je suis une grande nostalgique quand même. Hein? Alors, pour moi, il est important ce temps du souvenir. Je vais épuiser un peu d'or, en fait. J'en ai déjà parlé, je vais récolter, je vais tisser des liens d'or, je vais faire un petit peu de crochet ou de tricot, ou tiens donc je peux broder le lien d'or si important. Je peux respirer l'odeur du feu de bois et les souvenirs d'effluves de feu ou de forêt. L'odeur de bébé de mon enfant qui n'est plus un bébé. Le temps lent, c'est le temps du souvenir. Le temps où je respire l'amour que j'ai pour mes grandes disparues. C'est un temps où je suis rejointe par ma mère sûrement,
et par ma grand-mère. Cette colossale figure qui devient par la force du souvenir presque un archétype finalement. C'est ma grand-mère montagne, c'est ma grand-mère forêt, c'est ma grand-mère coucher de soleil. C'est la grande contemplative de la nature. C'est le temps où j'ai le temps de pleurer parce que je m'ennuie de ce lien sur Terre. Et cette émotion me réhydrate. Là où je suis comme un petit pruneau sec. Et là où la vie éreintante m'assèche terriblement, en fait. Ce contact étroit avec l'univers, il s'efface très facilement pour moi dans la course de la vie moderne. Et puis, avoir le temps d'être en contact avec la source de vie, la nature, dans mon cas, nature verte, nature blanche, nature rouge, nature de bouette, eh bien, c'est un besoin fondamental pour fonctionner avec mon esprit. Plusieurs n'ont pas cette extrême sensibilité, et je vous envie parfois, parce que c'est compliqué un maudit des fois, mais peut-être que mon travail sur Terre, c'est de vous transmettre un peu de mon regard étrange sur le monde. C'est, j'imagine, le propre des artistes, regarder le monde d'une façon très personnelle et différente. Ce podcast, chéri, ce rock show, cet enfant créatif que je lance mois après mois dans le cosmos, eh bien, il n'entre dans aucune catégorie. Je me suis confrontée à une grande réticence. Les gens qui tripent sur la minéralogie le trouvent trop ésotérique. Ceux qui aiment la lithothérapie trouvent que c'est trop personnel, trop littéraire. Bref, il y a quand même de la difficulté à trouver sa place. Travailler là-dessus, c'est un peu comme faire justement de la broderie. Il y a un petit côté de, justement, je fais ça et en faisant ça, je suis en contact avec la source. J'ai l'impression des fois d'écrire avec elle, en fait. Mais c'est une activité longue, qui est fastidieuse, qui est méditative, mais qui, somme toute, est assez énergivore. La vie, parfois place des obstacles sur notre chemin qui sont pas là pour rien. Ce virus, ce satané truc-muche en forme d'oursin, aura eu raison de ma pratique lapidaire. Il m'aura permis aussi d'autres choses, justement, de prendre le temps de faire certaines choses, mais il aura eu raison de ma pratique. Il a précipité un mouvement de vie elliptique, assez loin de mon île, pour m'en aller sur un craton, où je m'enracine quand même assez bien d'ailleurs. Mais il m'a éloigné des outils nécessaires à ma pratique. Il y en a des centaines de roches qui dorment dans ma maison en attendant que je m'occupe d'eux. Imaginez les pauvres personnes qui ont déménagé ça. Ce temps reviendra un jour. Mais pour l'instant, ce temps a besoin d'outils que je ne possède pas. J'ai taillé 1 an ou 2, je me souviens plus trop, 1 an et demi, de façon compulsive au Club de minéralogie de Montréal. J'y ai rencontré des gens extraordinaires que j'oublierai jamais. Les passions sont des adjuvants d'amitié, bien souvent. Souvent, en fait. À l'époque, on taillait au sous-sol d'un ancien presbytère dans le quartier Rosemont, dans un décor absolument magnifique, avec des vitrines de bois roux, des corridors secrets, et j'en suis persuadée, quelques fantômes bien heureux. Ce lieu a été pour moi un lieu de paix profonde, de ravissement sans précédent, de gratitude infinie. Il m'a permis de me remettre, entre autres, d'un surmenage qui prenait une tendance assez grave, qui affectait mon corps et ma santé. Je dirais ce lieu m'a littéralement sauvé la vie, ce lieu et ses habitants. Ils le savent probablement pas. Et je les remercie de tout mon cœur, puisqu'ils m'ont permis la thérapie du bonheur par les roches. Je vous souhaite ce genre de découverte illuminée dans votre vie, peu importe quelle est la passion qui vous anime. Je ne comprenais pas mon empressement à l'époque, ma hâte de faire le plus de travail possible, mais l'intuition suit des chemins si justes parfois, en tout cas la mienne. Cet empressement m'a permis de tailler et de dialoguer avec plusieurs pierres qui m'ont permis je pense qu'avec celui-là, c'est 10 heures de contenu. Gratuit, culturel, littéraire, scientifique, magique, ésotérique.
toute une soupe. Et durant ce changement planétaire sans précédent qu'est la pandémie, eh bien, j'ai été capable de produire quelque chose d'unique en son genre, légèrement incompris et totalement underground. Mais j'arrive au bout de cette aventure. Je vous ai parlé de toutes les espèces minérales que j'ai côtoyées d'assez proche durant ces années intenses et hallucinantes pour en livrer un contenu culturel et artistique et magique aussi personnel. Et je pense que ceux qui sont mes fidèles auditeurs doivent m'écouter pour ça. C'est comme un long monologue sur la vie et sur les pierres, qui est en fait une grande tapisserie d'un paquet d'affaires. Il reste tant à dire. Mais bon, pour l'instant, je suis tarie. Donc ce mois-ci, je prends le temps de vous écrire le dernier podcast pour un grand bout de temps. Alors, c'est un temps de deuil, c'est un drôle de temps des fêtes, c'est un grand au revoir pour mieux revenir ailleurs, plus forte, je l'espère. C'est pas une mort, je dirais que c'est un énorme changement de rythme. J'ai plusieurs autres projets artistiques qui attendent leur tour pour émerger avec le peu de temps que j'ai pour pouvoir les faire fleurir. C'est des projets qui demandent justement un dévoilement de l'artiste que je suis. Donc aujourd'hui, en terminant, vous saurez qui se cache sous l'avatar Gorgon B. Ça a été des réflexions difficiles. Et d'en venir à ça, ben ça a été la conclusion la plus saine pour moi. Mais de toute façon, le rock show reste là et je le ferai fructifier parce que j'imagine qu'il mérite d'être entendu. Alors, avant de ralentir, je vais vous parler de la sodalite. C'est l'une des premières pierres que j'ai taillées avec Sylvain qui a été mon prof, notre bienveillant géant, je le salue. Et ce sera la dernière pierre dont je vais vous parler. Donc, elle vient boucler le chemin des profondeurs. Parce que vous avez été là avec moi dans cette recherche très intense et très bénéfique de toute cette ombre, de tout ce parcours intérieur. Elle a été très importante pour moi, cette sodalite. Elle représente le début et la fin, finalement. Je savais pas. Mais finalement, elle est le début et elle est la fin. Première pierre que j'ai taillée, dernière pierre dont je vais vous parler. Alors, elle est une naissance vers un autre cycle. Avant de vous parler de la sodalite, il faut parler du Mont Saint-Hilaire. C'est une fabuleuse montagne. C'est un géant de la vallée du Richelieu qui est le berceau de plusieurs minéraux fantastiques. Donc, on y retrouve plus de 400 espèces minérales, dont 70, ou à peu près, sont exclusives ou ont été découvertes pour la première fois à la carrière du Mont Saint-Hilaire. Je tiens à noter que cette carrière est privée et que la seule façon d'avoir le privilège de s'y rendre et d'y piocher dedans, c'est en devenant membre du Club de minéralogie de Montréal. Alors, si vous aimez les garnottes, ça, c'est la porte où vous devez aller cogner. Et y avoir accès est un privilège qui se gagne au sein même du club par un tirage au sort. Alors, c'est dire comment s'y rendre, c'est exceptionnel, un peu comme les minéraux qu'on y retrouve. Le Mont Saint-Hilaire, c'est ce qu'on appelle un Pluton. Bon, déjà là, dire voilà, je suis allée sur un Pluton. Je trouve ça inusité en soi. Donc, un Pluton en minéralogie, bon, c'est un massif formé de roches plutoniques. C'est quand même pas si compliqué. Là, je vais vous expliciter ça. Là. Le Pluton, c'est une masse de très grande taille, ici vraisemblablement de montagne, constituée de roches plutoniques, dont la cristallisation se forme très lentement dans les zones profondes de l'écorce terrestre. D'où la référence à Pluton. Finalement, on n'est pas très loin du Styx, là. on baigne dans les fantômes ici. Le Mont Saint-Hilaire a une particularité qui le distingue des autres Plutons montérégiens, c'est qu'on y retrouve plus d'oxyde alcalin que de silice. C'est un exemple d'une série d'événements minéralogiques qui vont lui conférer sa rareté. Il y en a plusieurs. Je vous les explique pas toutes.
Vous irez lire là-dessus. Et je dirais que j'ai trouvé beaucoup d'informations à ce sujet dans des textes qui sont écrits par l'université, des textes qui sont écrits par l'université McGill, à qui appartient la réserve Gaux, qui est autour du Mont-Saint-Hilaire et dans le Mont-Saint-Hilaire, à ce que j'ai compris. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui sont expliqués là. Donc, je vous encourage fortement à aller lire ce texte-là, il est super complet. Et même, je vous sors une belle formule magique, là. Une citation pris mot pour mot parce que je la trouvais trop intéressante. C'est de dire à quel point les minéraux sont rares dans ce paysage minéralogique qu'est le Mont-Saint-Hilaire. Alors, on dit, sur ces roches, on dit de telles roches plutôt rares sur la Terre sont enrichies dans des éléments tels que le zirconium, le titane, le niobium et des éléments de terre rares comme le cérium et l'yttrium, ce qui entraîne la formation de minéraux rares et inusités. Alors tout ça pour ce superbe géant endormi qu'on peut gravir avec nos bottes tonitruantes est un Pluton rare. J'aurais beau avoir rêvé de dire une phrase pareille. Bref, vive la minéralogie, ça me permet une poésie assez inusitée. Donc, le Mont Saint-Hilaire est un trésor québécois. Alors, ce monde des merveilles comporte plusieurs micro-territoires au sein même, en fait, du Pluton, qui ont été le berceau de plusieurs interactions complexes au sein du magma, qui ont donné naissance à, justement, des minéraux exclusifs au lieu. Notre sodalite montérégienne vient de cette incroyable alchimie magmatique. La sodalite, c'est une roche qui est très abondante dans notre Pluton parce qu'elle est un constituant de la syénite, qui, lui, est un des matériaux plutoniques du Mont-Saint-Hilaire. À ce que j'ai compris, ici, on a affaire avec la sodalite à un feldspathoïde. On dirait comme une maladie extraterrestre, qui est une famille minérale qui est sous-saturée en silice et qui se compose essentiellement de sodium. Et de toute façon, dans l'étymologie du mot sodalite, il y a le mot sodium. C'est ce que ça veut dire à peu près. Donc, se compose de sodium, de calcium et de potassium. On dirait qu'on a affaire à la fiche signalétique d'un brocoli. Mais voilà. Alors, la sodalite entre dans la grande famille des tectosilicates et dans la grande famille des silicates. Alors, bref, si des experts osent s'aventurer sur mon territoire inclassable qu'est le Rock Show Underground, me corrigeront s'il y a lieu, puisqu'ici, je suis en inconfort. Lorsque je parle pas de silice, on dirait qu'il y a quelque chose d'inconfortable. Mais je pense que j'ai résumé l'essentiel. Et ce que je trouve intéressant à constater, c'est que contrairement aux minéraux que je chéris habituellement, celui-là, il est pauvre en silice. Ce qui est quand même rare sur Terre, la silice étant vraiment abondante. La sodalite que j'ai entre les mains au mois d'octobre 2018, dans le sous-sol du presbytère de l'église, plein d'humains passionnés et fantastiques et de vieux fantômes, est grise et blanche et noire. Donc là, on est loin de l'attrayante sodalite bleue, parce que la sodalite est bleue et parfois peut être confondue avec un lapis lazuli, pour ceux qui connaissent moins bien les pierres. Là, on a affaire à une sodalite assez ordinaire, qu'on peut tailler, assez molle, hein, la sodalite, c'est quand même mou, donc on peut tailler aisément, qu'on peut scraper, c'est pas grave, c'est pas les plus beaux morceaux au monde, qu'on peut rater. On a le droit de rater. Et là, moi, cette sodalite, je l'aime. Je l'adore. Même si elle est ordinaire. Et justement, je trouve que ça tombe dans l'épineuse question de la beauté. Est-ce que la pierre a besoin d'être belle pour être importante? Ben moi, je trouve que non. On a surtout besoin de la trouver intéressante et charismatique, tiens, comme les gens finalement. Et cette pierre, aux couleurs un peu, ordinaires, tristounettes, cache une beauté qui ne se dévoile que dans l'intimité de la noirceur sous une autre lumière que celle du jour. Cette pierre, d'apparence ordinaire, cache un phénomène génial, un peu magique, la fluorescence.
Pour expliquer ce phénomène sans me casser les dents dessus, je vais emprunter une situation, une citation d'un document explicatif fort bien fait du Club de minéralogie de Montréal, écrit par Roger Gay. Document accessible librement sur Internet qui se lit comme suit. Il y a dans la structure intime et cristalline des minéraux fluorescents des activateurs, qui sont des ions métalliques qui provoquent une activité luminescente en absorbant la radiation ultraviolette invisible à l'œil. Ils la convertissent alors en lumière visible en raison du mouvement très rapide et incessant des électrons de ces ions métalliques qui passent d'un état excité à un état de repos. La sodalite est donc bourrée d'activateurs. En termes symboliques, là, ce concept-là, il est assez merveilleux. Un activateur qui s'excite quand on lui plante une lumière ultraviolette d'en face, en camping, tu sais. On utilise, je trouve, des mots qui sont des activateurs en soi quand on parle pour la créativité. Je parle pour parler des phénomènes de luminescence, comme le mot ténébrescence, qui est en fait la capacité d'absorption de la lumière qu'ont certains éléments géologiques soumis à des radiations. Ténébrescence, ben même luminescence, plein de mots délicieux à croquer comme des biscottes. Alors la sodalite, elle nous offre beaucoup d'activateurs de conscience, d'imagination, de créativité. Je l'aime beaucoup. Alors, ma sodalite plate grise devient soudainement, sous l'influence des mystérieux rayons UV, une pierre des merveilles avec des couleurs incroyables, avec des rouges, avec des espèces d'orange et roses. Quoi de mieux pour se repérer dans nos profondeurs ténébreuses, wow, méchant pléonasme, que cette sodalite. Sur la mienne, en octobre, j'arrive un petit peu en retard au cours, je marche, je suis perdue dans mes pensées, j'ai mal calculé mon temps, ce qui m'arrive rarement, c'est rare que j'arrive en retard quelque part. J'ai des bottes de cow-boy dans les pieds, je m'en souviens parce que c'était pas très confortable. Et puis j'entre dans le presbytère pour la première fois, ben j'attire l'attention et légèrement de l'irritation parce que je suis en retard. et là, par le phénomène si excitant qu'est la pareidolie, bon, j'oublie tout. J'oublie tous ces désagréments. Et je vois une chauve-souris. C'est une des premières fois où je prends comme conscience du pouvoir évocateur de ce genre de phénomène oculaire et intellectuel de l'homme qu'est la pareidolie. Et là, je me dis, moi maintenant, en fait, avec du recul, je me dis quoi de mieux comme symbole pour nous accompagner au royaume des morts, au prisée de Pluton, que cette roche plutonique, fluorescente, ténébrescente, amie des pierres rares. La sodalite, c'est une beauté de la noirceur, mais elle est accessible. Et elle nous accompagne si bien dans le noir. Et elle est amie avec des vedettes, écoute. Elle nous accompagne dans le noir, là où nos peurs ne font habituellement qu'une bouchée de nous. Alors, armée de ma flashlight de rayons UV, je peux maintenant retrouver mon chemin en activant ces activateurs. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment parce que la peur remonte en flèche comme un tsunami. Alors, je suis très contente d'avoir comme compagnon cette sodalite en ce moment. Quels sont les activateurs de votre évolution? Est-ce qu'on peut muter sans crise? Puis même en ce moment, est-ce qu'on peut muter socialement sans crise? Mais personnellement aussi. Est-ce qu'on peut muter, se transformer sans écueil? Sans écueil? Peut-on muter sans inconfort? Ben oui, mais c'est long. C'est comme si la terre ou la vie, elle nous propulse dans l'inconfort en ce moment et cet inconfort, il est interminable. On a l'impression qu'il est interminable. Il va se terminer un jour, c'est sûr, mais mon Dieu que c'est long. Et l'inconfort, c'est ce qui a probablement poussé le premier tétrapode à sortir de l'eau pour se plonger dans l'air, qui était pas capable de respirer parce qu'il n'y avait pas de poumons encore. Quelle drôle d'idée saugrenue. C'est l'inconfort qui pousse nos bébés aquatiques à sortir de nos ventres dans une vague de liquide pour respirer de l'air brûlant pour la première fois. Ça aussi, c'est assez saugrenu et épeurant. Et l'inconfort, c'est ce qui nous pousse hors des frontières quand les
quand nos pays sont inconfortables. C'est ce qui nous pousse hors de nos foyers quand ils deviennent inconfortables. Et c'est ce qui nous pousse à trouver des solutions. L'inconfort, en tout cas moi, c'est un grand activateur. J'ai découvert ça au mois de décembre, de façon très explicite. La sodalite, elle embrasse ce concept-là de l'inconfort et elle éclaire ce qui fait peur. La chauve-souris, tête à l'envers, qui est sur ma pierre, elle préside à la naissance et à la mort dans de nombreuses civilisations. Elle est le guide des deux passages, les deux rites de passage inéluctables que nous devrons tous traverser. Et elle nous aide à nous poser les questions, d'avoir en fait, pas de nous poser les questions, mais de nous permettre, je pense, de remplir nos vies pleinement avant de quitter. Elle nous dit, si tu remplis ta vie avec des obligations, c'est un petit peu plate. Tu sais, quand tu vas mourir, si tu as juste passé à la balayeuse puis laver ta vaisselle, là, remplir ta vie de beauté, c'est beau, mais c'est souvent inconfortable. Le beau étant propre à chaque cœur. Parfois, le beau, c'est de la comptabilité. Il y en a qui alignent des chiffres et ont un petit frisson de satisfaction. Parfois, le beau, c'est faire des podcasts underground. À chacun sa sodalite fluo, sérieux. Hein? Qu'est-ce qui nous éloigne de notre beau? La peur, en tout cas moi, la peur, beaucoup, oui. Cette malconstruction qui crée des obstructions. Comment ils sont construites, vos peurs? En barrage hydroélectrique qui coupe l'eau qui fertilise? En cabane bancale dans les arbres qui menacent de s'écrouler et qui nous éloignent du sol et du plancher? En madrier mal assemblé pleine de clous rouillés qui menacent de nous perforer à tout bout de champ? C'est un champ des possibles presque infini. En tout cas, le mien, il se décline en plusieurs malconstructions. Hein? Genre, je les ai toutes, et plus. Cette sodalite, je l'ai appelée Sélénée. Déesse de la lune chez les Grecs. Cette lune, elle nous accompagne aussi dans la peur, parce qu'elle fait de la lumière dans le noir. Elle est bienfaisante. C'est un satellite gris du ciel de l'homme depuis le début. C'est une lumière fluctuante, c'est une lumière reflet. C'est le grand miroir du soleil tout-puissant. Cette lune, elle ne produit pas de lumière. Elle la reflète. Et moi, je la photographie inlassablement dans ses différents costumes. Parfois, elle est orange, comme une orange. C'est assez impressionnant. Tantôt, elle est éclatante comme une perle. Hier, elle était comme bleutée. C'était incroyable. Tantôt, elle est pleine. Tantôt, elle est disparue. Tantôt, on a toujours peur. On fait « Oh mon Dieu, va-tu revenir? » Tantôt, elle est fine, comme la lettre C. Parfois, elle est comme la lettre D. Tantôt, elle est entourée d'un halo arc-en-ciel. Elle est voilée de gouttelettes d'eau, de brume. Elle a des costumes très différents. C'est toujours la même. Cette lune, elle éclaire la nuit de l'homme depuis qu'il est une espèce. La lune est là depuis le début de notre temps terrestre. Elle fait donc partie de nous. Et les théories les plus probantes à son sujet, sur sa présence auprès de nous, qui est toujours un peu énigmatique, on pense qu'il y a une énorme astéroïde, météorite, je ne sais pas trop comment on l'appelle, qui s'appelle Theia, aurait frappé la Terre de plein fouet, qui était énorme, donc ça lui a arraché des morceaux. Et ça fait en sorte aussi qu'elle est légèrement désaxée. Ça expliquerait ça. Et ça expliquerait la présence de la Lune, puisque tous les morceaux flottants de notre Terre et probablement de l'objet rocheux ou glacé, peu importe, se seraient amalgamés pour former notre Lune. Donc, nous sommes un peu la Lune, et la Lune est un peu nous, finalement. Elle a une influence colossale sur notre vie. Elle est marée montante et descendante. Elle participe au phénomène gravitationnel qui nous permet de garder les pieds sur terre aussi. Et dans ma réalité à moi, elle m'influence terriblement. Je la salue lorsque je la vois, j'y parle. Et malgré que dans le ciel, elle soit le même corps céleste gris, un petit peu plate, elle me fait, un peu comme notre sodalite, de la lumière dans l'obscurité.
Et ça, avant de l'appeler Sélénée, ben, je savais pas que c'était fluorescent, la sodalite. Alors, mon esprit a amalgamé deux éléments, en fait, qui reflètent de la lumière, qui sont ils sont pas radiants en termes de lumière, mais ils permettent de créer de la lumière, de projeter de la lumière dans le noir. La lune m'accompagne là où j'ai peur, parce qu'elle me permet de voir un peu mieux les ombres que je prends pour des loups, qui sont en fait peut-être juste des roches puis des petites branches. Et comble de tout, dans ma pierre, il y a la petite chauve-souris, animal nocturne, compagnon de la lune. Animal, pour beaucoup, qui sont un peu répulsifs. L'être humain, quand il n'est pas occupé à haïr et à juger son prochain, c'est une grande machine de contemplation et de poésie. Il lui a donné à cette Sélénée, à cette lune, plusieurs noms qui témoignent de notre fort lien avec elle dans le quotidien. Puisqu'elle est toujours là. Elle a toujours été, du moins du temps de l'homme, et qui inscrit justement l'homme dans la ronde des saisons, mais encore plus dans une mensualité, dans le mois, puisque si on a 12 mois, c'est comme sa faute, parce qu'elle a 12 cycles. Et cette lune nous a guidés dans notre façon de marquer le temps, et on lui a donné des noms différents chaque mois pour illustrer notre vie à travers elle. Donc elle devient un peu folklorique ici, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Elle devient la marqueuse du temps. En septembre, elle est la lune des moissons. En fait, il y a plusieurs noms là, qui s'apparentent à chacun des mois. Moi, c'est sûr que j'ai grappillé, mais il y en existe d'autres. Hein? Donc, en septembre, on a la lune des moissons. En octobre, on a la lune de la chute des feuilles. C'est magnifique. En novembre, on a la lune du castor, la lune du givre. En décembre, là, on vient de passer la pleine lune du froid. C'est souvent les pleines lunes qu'on appelle comme ça, donc la lune du froid. En janvier, on va avoir la lune des loups. Ça me donne des frissons. Celle de février, on a la lune des tempêtes. On avait la lune de la faim aussi, parce que c'était une période de l'année où on avait de la difficulté à trouver de la nourriture et des animaux. Et mars, tu sais, le mars, le printemps, moi, c'est comme entre ravissement et écœurement. Même les noms participent à mon état. On a la lune des sucres, ravissement, et la lune croûtée. J'étais comme, c'est super bon. En avril, on a la lune rose qui marque le début du printemps, la lune des fleurs en mai, lune des fraises ou lune des framboises en juin, lune de l'orignal, lune du tonnerre, lune de l'esturgeon en juillet. Lune de l'esturgeon, c'est en août, pardon. Et la lune rouge en août aussi, puisque c'est le moment de l'année où la lune est souvent rousse. On a la lune des chasseurs aussi, je pense, au mois d'août. Donc, la lune, elle s'appelle aussi la lune bleue, quand elle arrive 2 fois dans le même mois. On a des mots magnifiques qui l'entourent, comme lune gibbeuse, lune en quartier, comme une clémentine. Gibbeuse, ça me fait penser à gibier. Puis, on a la lune croissante, comme un croissant. Je pense que j'ai faim. Mais voilà, il y a énormément de mots magnifiques qui accompagnent cette muse qu'est la lune. La lune fascine l'homme depuis qu'il la voit. Il grave son parcours dans le ciel, dans les eaux et dans l'ivoire. Quand on est enfant, on est le centre du monde, donc elle nous suit lorsqu'on est en voiture. Elle devient donc notre premier animal de compagnie. Elle est cette immense licorne argentée qui galope au même rythme que l'auto de nos parents dans le ciel. On a toujours l'impression qu'elle nous suit. Alors, la lune, compagnon des enfants. La lune apparaît dans toutes les fenêtres, dans tous nos ciels. Elle est démocratique, la lune. Elle appartient à tout le monde. Elle est la mère de tous les hommes sur Terre. Elle nous accompagne. Elle a probablement d'ailleurs brassé les premières particules de vie au début des temps avec ses marées, ses marées profondes. Moi, je l'aime énormément, profondément. Et depuis que je n'ai plus de mère, elle a pris une grande importance maternelle. Alors, Sélénée, cette sodalite du Mont-Saint-Hilaire, je lui ai trouvé comme patronyme un des noms de famille les plus beaux du Québec, Saint-Ours. Écoutez, Saint-Ours, on n'a aucune idée d'où vient ce nom-là, mais il sonne comme une tonne de briques. Pourquoi j'ai choisi l'ours? Ben parce que
mon esprit a dû l'associer à un animal lunaire, c'est sûr. Un animal profondément cyclique, un peu comme la Lune, qui dort dans les cavernes l'hiver ou dans sa tanière, qui est une autre sorte de caverne de terre. Est-ce qu'il descend au pays des morts? Est-ce qu'il dialogue avec l'invisible le temps du rêve? Sûrement. L'ours qui hiberne, c'est l'ours de l'ombre qui réfléchit longuement. Et il est depuis tellement longtemps un grand symbole de sagesse au point où il en est devenu un saint. C'est incroyable quand même. On a sanctifié un animal alors que chez les chrétiens, les animaux n'ont pas d'âme. C'est vraiment mystérieux. Les chrétiens en ont peur de l'ours. Ils le transforment en diable. Hein, écoute, il a tout l'équipement pour être un diable. Il est foncé, il grogne, il représente la nature farouche, sauvage et féroce. Moi, je l'aime tant à cause de ça, en fait. Là où la lune est une maman douce, l'ours, c'est une mère sauvage qui défend et qui attaque. Ce sont deux façons d'être mère. Ceux qui sont mères le savent. On est bienveillante et on est aussi dans la protection farouche de notre progéniture. L'ours ou l'ours femelle sont le roi et la reine du Nord. La lune est la reine du ciel. Ce sont des beaux couples royaux. La lune éclaire mes peurs, la sodalite aussi, puisque je voyage souvent dans l'ombre. Je travaille fort en Titi. Et l'ours est un très bon compagnon de voyage à travers ce drôle de territoire. Être un artiste, c'est se dévoiler, et l'une de mes plus grandes peurs est de me dévoiler et de crier mon nom très fort pour être entendu. Vraiment, une de mes plus grandes peurs. Alors, le dernier conte que je vous offre, que je vous donne avec mes mains vibrantes dans cette aventure saugrenue qui se termine, est une vraie histoire. C'est celle de mon nom. Parce qu'au détour d'un projet artistique, un autre projet artistique, je me suis rendu compte avec effroi qu'une autre personne, avec un très beau talent, avait réussi avant moi à imposer son nom et que son nom et son nom de famille est le même que le mien. On était en plein Twilight Zone. Et d'ailleurs, quand j'ouvrais les pages, j'avais l'impression d'être en connexion avec cette fille-là parce qu'il y avait plein de corrélations étranges entre ma vie et ses écrits. C'était fou. Alors, quand j'ai eu entre les mains son enfant littéraire, j'ai failli m'évanouir parce que j'ai eu la sensation d'avoir été usurpée parce que c'était parallèle en Titi, tout ça. Quand la personne qui écrit un livre a le même nom que toi et qu'elle a les mêmes intérêts, tu fais « Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un continuum espace-temps ici, puis Doc va arriver avec sa DeLorean volante pour nous emporter toutes les deux. » Mais j'ai trouvé ça terriblement dur. Elle m'a en fait volé sans le savoir mon rêve d'enfant. C'était très dur. Et quand je trouve une chose terriblement dure, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai la chance d'être capable de transformer ça en art. C'est quand même une très grande chance. Là où les pierres polies m'ont sauvé la vie, la sodalite, elle m'a donné son nom de famille pour me permettre d'exister à nouveau dans cette nouvelle réalité. Alors cette fille, cet autre moi, m'a brassé sauvagement à l'intérieur. Elle le sait pas, mais c'est ce qu'elle a fait. Et elle m'a fait comprendre qu'il était temps que je me dévoile. Et dans cette nouvelle naissance, justement, j'ai emmené un morceau de ma sodalite. Je me suis ajouté un nom. Donc, je repars donc encore plus riche en termes alphabétiques. Ma chanson est plus longue. Alors, accompagnée de ma sodalite fluo aujourd'hui, pour marquer la fin d'un parcours intérieur dans l'ombre, je dirais que j'étais presque rendue au centre de la Terre. Il était temps que je rebrousse chemin. Alors, j'émerge à la pleine lune du froid de décembre avec un nom de plus et une couronne d'écorce. J'enlève mon masque de raton laveur. Je quitte l'avatar et je nomme mon nom haut et fort dans le cosmos.
Bientôt, vous allez l'entendre retentir. Alors, bonne écoute, rocheux, rocheuse. Merci de m'avoir accompagné dans cette folle aventure inclassable auquel je tiens tant et auquel je vais continuer à tenir et à chérir comme une expérience, comme un voyage en fait, dans un pays mystérieux. Vous étiez si précieux à marcher à mes côtés. Sachez-le. Je remercie bien bas ceux qui ont pris la peine de m'écrire des commentaires qui m'ont manifesté leur plaisir à m'écouter parce que Dieu sait que c'était une aventure foncièrement solitaire que tout ça. Alors, je remercie ceux qui ont jalonné mon chemin avec beaucoup de bienveillance. Je vous promets de revenir bientôt, en fait, de pointer ma petite corolle de crocus au printemps pour des aventures différentes. Ça, c'est promis. C'est une promesse. Je vous aime, puis ça m'émeut. Merci. J'ai été usurpée. La chanson de mon nom est déjà prise au panthéon des écrivains. Cette mélodie est sonnante pour une autre que moi. Je ne pourrais donc pas être la Amélie Hébert, longtemps rêvée. 2 mots, 2 noms, courts et simples. C'est un grand deuil. Mais le destin sait que je ne suis pas simple, il me connaît mieux que moi. La chanson de mon nom peut donc devenir l'histoire qu'elle veut. Cela m'apparaît comme une responsabilité, la mienne, celle de me faire naître. Mon esprit cherche tant à savoir qui je suis. Mon nom portera donc cette recherche de l'ombre. Amélie est choisie par ma mère. Un nom doux, rempli de voyelles élastiques. Une âme qui se lie, comme dirait mon amie Amélie. Une âme qui se lie aux choses, aux gens, aux livres, aux territoires, aux océans. Soit, je suis bel et bien une Amélie. Un prénom fluide, incontournable, d'origine germanique. La travailleuse, la diligente, l'assidue, la courageuse. Je suis un peu tout ça et bien d'autres choses. Je m'incline surtout devant ma mère disparue, qui aurait eu cet éclair qu'ont les mers qui bientôt s'ouvrent en deux pour laisser naître leur alchimie. Ma mère dont je ne porte pas le patronyme, même si l'année de ma naissance lui en aurait donné le droit fondamental. Donc, je resterai Amélie Hébert, parce que je suis la fille de mon père, l'unique fille. La première d'une fratrie de dragons, celle qui ouvre les portes avec sa tête de bouc et qui aura mis tant de temps à venir au monde. Hébert, nom d'origine germanique qui signifie armée, brillante. Peut-être suis-je un peu guerrière finalement. La guerrière de la lenteur. J'ai si peu de pouvoir en ce monde. Le seul que j'ai est d'être moi. Je resterai donc Hébert. J'adore nommer les choses. Je nomme les géraniums de mon balcon, les pierres qui me côtoient, les maisons qui me lovent. J'aime nommer tout et n'importe quoi. Nommer est un acte magique et voilà que je dois me nommer moi. Ai-je le droit? S'arroger un droit de naissance, je trouve ça délicat. Je dois donc devenir ma propre mère, écouter mon oreille et mon cœur qui parlent ensemble de ce que je suis de plus beau. Je veux un nom de plume, lourd, qui résonne très fort, qui crie même ce droit d'être qui je veux. Un nom qui adopte 2 identités, celle d'avant aujourd'hui, celle d'après-demain, peu m'importe. Tant que ce nom est une ancienne chanson nouvelle et qu'il me décore en jardin sauvage. Mon nom doit être une phrase, un nom rivière, un nom fleuve,
dont on peut suivre le lit et les berges jusqu'au ciel. Un nom qui, j'espère, sera pérenne, et frêne et chêne et feuilles et fougères. Un nom canopée et caverne qui galope dans les plaines, un nom lichen et héron qui se lie aux arbres, un nom de terre et de corolle. Mon esprit s'est agité avec ces entêtements, si propres aux cornes de mon casque de guerrière de la lenteur. J'ai cherché dans les prénoms qui sont en ma possession, histoire de m'en rajouter un. J'y ai trouvé Jeanne, un prénom court et immense, une seule syllabe remplie de lettres. Un prénom bateau qui fend l'eau des lacs en deux, celui de ma grand-mère. Ce prénom a le plus beau visage, mais ce n'est pas le mien. Ce prénom a trop d'histoire. Il est une grand-mère qui est une montagne. Je ne serai donc pas Amélie Jeanne Hébert. J'ai continué à marcher longtemps dans la lumière vive de l'automne, puis j'ai trouvé Blanche. Blanche, l'aïeule, mère de Jeanne. Elle aura participé sans aucun doute à l'humain que je suis. Mais Blanche, Amélie Blanche, s'appeler Blanche tout court est magnifique, mais ce nom, le voilà qui composé me qualifie. Je me suis arrêtée à cette couleur. La blanche, la privilégiée. Pourquoi rouge et jaune ne sont-ils jamais devenus des prénoms? Trop d'injustice. J'ai fait la révérence à cette ancêtre précieuse et j'ai continué mon chemin tortueux. Je ne serai donc pas Amélie Blanche Hébert. Je ne serai pas non plus Amélie Méloé, ni Améliore, mauvais jeu de mots. Me renommer est une marche en forêt pluvieuse où sautent les saumons dans les cascades vers la rivière de leur naissance. Pour les animaux de la forêt, cette migration est une manne immense. Pour moi, c'est une mort courte et annoncée qui se ferait un chemin parmi les lettres de l'alphabet. Les mots sont mes saumons, ils sont ma richesse. Je les engrange avant l'hiver. Je dois trouver l'onde qui rejoint l'oreille, l'enclume, le marteau et l'étrier du monde. Ma nouvelle vibration mécanique fluide, celle avec laquelle je serai. Être est le plus beau verbe. Un verbe vert où poussent des feuilles, un verbe forêt. La forêt est, sans nous demander la permission. Quel être suis-je sans demander la permission? Je veux être une terre neuve. Je suis Amélie Hébert, la neuve. J'espère être une forêt ou un fleuve où migrent des saumons. J'ai donc besoin d'un nom neuf qui s'ajoute à l'ancien, un retour vers la naissance. J'ai besoin d'un nom qui protège et qui embrasse le soi. Se désigner soi-même, acte psychanalytique étrange et sans précédent. Je choisis donc le chemin de la bête, la seule bête qui soit sainte, l'ours, saint ours. Ce nom, je ne l'invente pas, quelqu'un bien avant moi aura sacré cette bête et lui aura donné une âme. Elle est bien la seule d'ailleurs que le christianisme aura acceptée parmi ses auréoles. Aucun consensus généalogique ne semble se dessiner à l'horizon. Pourquoi avoir sanctifié un animal solitaire et farouche? Personne ne le sait. Ce nom a une mystérieuse origine qui, je l'espère, puise parmi toutes mes racines. Ours canonique, ours celtique, ours autochtone. Il est celui qui pense, celui qui réfléchit. Il est un protecteur d'importance partout où il traverse les terres boisées. Paisible et féroce, la gueule pleine de framboises. Peu importe qui le regarde marcher, peu importe la confusion qui habite leur cœur, tout le monde sait que l'ours est celui qui réfléchit le monde. Je serai donc la germanique, travailleuse, diligente, assidue, courageuse, l'armée brillante,
Et du moins, je l'espère un peu. Pour les Celtes, l'ours est le roi. Pour moi, il devient le bon souverain de mon armée brillante. Il est celui que je suis pas à pas dans sa caverne franche. Je suis maintenant une vieille Terre-Neuve. Je suis Amélie Hébert Saint-Ours.